Voilà, c'est lancé. Oui, du coup, voilà, je suis Suzanne, je suis tutrice en UE4, donc ce qui correspond aux maths. Là, on va tout vous expliquer. Et en SPEMED, c'est la matière que vous prenez quand vous choisissez le concours médecine. Du coup, voilà, nous, ce qu'on va vous présenter, c'est le programme avec toutes les UE qui le composent. Donc, on va l'organiser en d'abord semestre 1, puis semestre 2. Et ensuite, on a une petite partie sur comment travailler parce qu'il y a des différences entre les matières. Et on va vous montrer des petits exemples de QCM. Donc, du coup, la première matière du semestre 1, c'est l'UE1. L'UE1, c'est ce qui va être la continuité de la chimie que vous faisiez au lycée un petit peu. C'est une matière qui va avoir un coefficient super important dans l'année. Pour les passes, c'est un coef 2,5. Donc, c'est une des matières qui a le plus de poids dans votre année. C'est presque autant que votre spé. Je crois vraiment c'est une matière importante. Et du coup, vous allez avoir la suite de l'atomistique. C'est un peu comme ce que vous avez vu au lycée si vous étiez en spé chimie. Ensuite, vous allez avoir de la chimie organique. La chimie organique, c'est les molécules qui réagissent entre elles. Ensuite, vous avez l'hybridation, les métabolismes. Les métabolismes, c'est par exemple le cycle de Krebs que vous voyez sur la diapo là en bas à droite. Et du coup, c'est ce qui va se passer en fait dans notre corps pour la création, dans nos cellules pour la création d'ATP et d'énergie. Et ensuite, il y a toute la partie biologie moléculaire, structurale et matériel génétique avec l'ADN, sa réplication, etc. Et il y a une partie sur les macromolécules biologiques et l'enzymologie. La deuxième plus grosse matière du premier semestre, c'est l'UE2. Et l'UE2, ça correspond à biologie cellulaire, histologie, embryologie. Donc, en fait, tout est dit dans le titre. Vous allez faire de la biologie cellulaire. La biologie cellulaire, c'est de quoi sont constituées les cellules, qu'est-ce qu'il y a dans le noyau, les chromosomes, tout ça. C'est en gros décrypter un peu comment ça marche, comment ça communique. Donc, ça, c'est la signalisation cellulaire, comment les cellules communiquent entre elles par des récepteurs, tout ça. Vous allez avoir de l'histologie. L'histologie, c'est les tissus. En gros, c'est comment on différencie un tissu d'un autre, quelles sont les différences, tel tissu, comment il est constitué, de quel type de cellules. Et vous allez faire de l'embryologie vers la fin du semestre. Et l'embryologie, c'est, on fait surtout au premier semestre les premières semaines, les 4 premières semaines après la fécondation. En gros, comment l'embryon va se construire, le fœtus, comment il évolue dans les 4 premières semaines. Voilà. Et pareil, c'est coefficient 2,5, donc c'est un assez gros coef quand on regarde dans l'ensemble de l'année. Ça, c'est deux matières qui vont être entre guillemets. Enfin, il y a beaucoup de choses à comprendre, mais il y a aussi énormément d'informations à retenir, énormément de détails. C'est des matières qui sont à par cœur. C'est largement abordable, mais il faut voir que c'est des matières qui sont très différentes des deux qu'on va vous proposer après. Juste après, du coup, il y a l'UE3. L'UE3, c'est la continuité de la physique que vous faisiez au lycée avec, par exemple, je crois qu'en terminale, on faisait la mécanique, des choses comme ça. Et ben là, vous allez enchaîner avec la mécanique des fluides, par exemple. Vous allez aussi avoir après, il y a tous les trucs, il y a matière, interaction, rayonnement électromagnétique. Vous allez voir toute une partie de radioactivité qui est très poussée et qui est vachement intéressante parce que ça permet de comprendre comment ça fonctionne une fois que… Enfin, pourquoi on protège, par exemple, quand on fait des radios ou des choses comme ça. Ensuite, vous allez étudier pH et tampons. Ça, en fait, toutes ces matières, tous ces thèmes, on dirait comme ça qu'ils n'ont pas de lien avec les études de santé. Et au final, si, parce que, par exemple, des tampons, il y en a dans notre corps. Genre, c'est ce qui permet de réguler le pH du sang et qui fait que on n'a pas un pH trop élevé ou trop faible et ça, ce serait pas viable. Ensuite, il y a l'électricité et il y a l'optique. L'optique, vous allez voir, c'est vachement concret, c'est cool. C'est une matière qui a un coefficient 2, donc elle a un poids assez important. Après, c'est une matière qui n'est pas forcément très bien réussie. En règle générale, les notes ne sont pas très hautes. Et du coup, si vous avez une mauvaise note, c'est pas choquant, mais si vous avez une très bonne note, vous pouvez vraiment vous démarquer. Et c'est une matière à laquelle dans laquelle vous avez droit au concours à votre classeur. C'est-à-dire que toute l'année, vous allez prendre vos notes, vous allez aller au col du tuto, vous allez faire des exercices, des ED et tout ça. Vous pouvez tout noter dans votre classeur et vous allez pouvoir emmener ce classeur et votre calculette à l'épreuve. Et du coup, ça fait que ce n'est pas des exos de par cœur, mais ça va être vraiment ça va être de la compréhension. On vous montrera des QCM à la fin. Et oui, en UE3 et en UE4, du coup, on a aussi droit à la calculatrice. Et ça aide beaucoup pour les calculs. Et ce qui permet de faire que les profs ne vont pas essayer de vous piéger sur vraiment l'aspect calculatoire, mais sur quelle formule il faut utiliser, comment on l'utilise, et vraiment de la compréhension plus que vraiment de l'application de formule. La quatrième matière, c'est l'UE4. C'est ce qui peut ressembler un peu aux maths que vous faisiez au lycée. C'est des fonctions, c'est des primitives, c'est des probabilités. Et ça, c'est des trucs que, même si vous l'avez vu au lycée, les profs vont vraiment un peu réexpliquer pour ceux qui n'auraient pas bien compris au lycée. Si vous n'avez pas bien compris au lycée les maths,
c'est pas pour autant que vous n'allez pas réussir en passe ou en LAS, parce que tout est réexpliqué pour que justement tout le monde soit abordable pour tout le monde. C'est une matière qui est très bien réussie, donc il faut vraiment bien être à l'aise, parce que sinon une mauvaise note, ça peut vraiment faire mal au niveau du classement. Et en plus de trucs que vous avez déjà vu au lycée, comme les fonctions et les probas, vous allez faire beaucoup de statistiques. Les statistiques, moi j'aimais beaucoup cette partie-là, parce qu'en fait c'est comment on peut dire par exemple qu'une étude ou qu'un médicament marche mieux qu'un autre. Est-ce que on va vous donner des données? Est-ce que vous pouvez annoncer que oui, ce médicament marche mieux? Ou alors est-ce qu'on ne peut pas le dire? On se base sur des tables, comme vous pouvez voir sur le diapo que projette Esther. Il y a la loi normale centrée 8, c'est la table de l'écart réduit. Donc vous comparez à votre petite table et tout. Pareil, c'est une matière à classeur, donc vous pouvez vous référer à votre classeur si vous ne comprenez pas. C'est une matière moi, c'est la matière du premier semestre que j'aimais bien parce que parfois, on parle vraiment de médecine. On parle d'essais cliniques, on parle de trucs qui se rapprochent plus de la pratique médicale par rapport aux autres matières où c'est un peu plus abstrait. Donc, c'est une matière qui est vraiment cool, qui est simple, qui ne demande pas beaucoup de travail pour bien la réussir. Et est-ce qu'il y a de la programmation ou du Python en UE4? Non, non, vraiment pas. C'est vraiment des maths basiques en fait ce qu'on fait. C'est pas, on n'est pas en informatique, on n'est pas en fac de maths. C'est vraiment des maths appliquées pour la médecine. Donc, ce qui va nous permettre de, si on a pris seulement maths complémentaires en terminale, en fait, non, comme je le dis, c'est pas la peine puisque les profs réexpliquent tout. Donc, c'est pas grave ces trucs que vous n'avez pas fait au lycée parce que vous allez comprendre. Bon, j'étais un peu longue sur le cadre, mais c'est parce que c'est ma matière et que j'aime bien. C'est pas grave. Ensuite, la dernière matière du S1, c'est l'UE8. L'UE8, c'est apprentissage et rééducation. Donc, tout est dans le nom. En fait, vous allez avoir toute une partie sur la façon dont on apprend les choses, une partie sur la sédentarité, l'activité physique et ses effets, et les enjeux de la rééducation. C'est une matière qui est dite un petit peu à par cœur. C'est une matière où il faut bien connaître son cours, mais il y a quand même énormément de logique. Du coup, c'est pas trop dur normalement. Et c'est un petit coefficient, c'est un coefficient 1. Donc, c'est une matière qui est dans l'ensemble plutôt bien réussie. Ensuite, on a fini pour le semestre 1. Donc, on passe au semestre 2. Et la première matière du semestre 2, c'est l'UE5. Et l'UE5, c'est l'anatomie, en gros. Et l'anatomie, c'est, quand on rentre au deuxième semestre, c'est la première matière qui est vraiment médicale et qui ressemble beaucoup à ce qu'on va faire en année sup quand on fait des études soit de médecine, soit de kiné, soit d'odonto, par exemple. On peut faire un peu d'anatomie ou de maïeutique. Et en fait, c'est vraiment le corps, l'anatomie générale, donc de comment on est constitué, nos parties, le tronc, le thorax, l'abdomen, tout ça, nos plans, nos axes. On fait beaucoup d'ostéologie, donc quels sont nos os, comment ils sont constitués, de quelle forme ils ont, où est-ce qu'ils s'articulent, tout ça, et du coup de l'arthrologie. Donc vous allez travailler sur le coude, sur les genoux, on va voir les ligaments, on va voir comment ils bougent ensemble, comment ils font pour bouger. Et aussi une partie autre qui est de l'anatomie par appareil. Donc là, on va voir l'appareil urinaire, l'appareil digestif, on va voir de quoi il est constitué, de quels organes, comment ils communiquent ensemble. Et une dernière partie qui était nouvelle cette année, mais que du coup, vous, ce sera pour la deuxième année, c'est la physiologie par appareil. Et la physiologie, c'est plus comment les organes fonctionnent, vraiment par exemple, comment l'appareil digestif va absorber la nourriture, à quel moment il absorbe quoi, voilà, c'est plus concret. Et c'est une matière qui n'a pas un coef énorme, c'est-à-dire que c'est un coef 1, donc c'est autant que les maths. Donc c'est pour ça que je dis que les maths, c'est pas à négliger, mais c'est une matière qui n'a pas un coefficient énorme parce qu'il n'y a pas tellement de cours. Vous arrêtez tôt dans le semestre, l'UE5. Donc, voilà. Ensuite, la deuxième matière du S2, c'est l'UE6. L'UE6, ça s'appelle Initiation à la connaissance du médicament. En gros, c'est de la pharmacologie. Ça va être le premier contact avec les médicaments. Donc, il va y avoir deux aspects. Un aspect très théorique, très un peu législatif et tout ça, et un autre aspect plus pratique, plus ce qui se passe dans notre corps. Donc, d'abord, il y a la partie théorique, cycle de vie du médicament, bon usage et essais cliniques. Donc, ça, c'est toute la partie qui va expliquer comment on aboutit au fait qu'un médicament, il peut être utilisable, comment sont ses indications, ses effets indésirables, les gens... c'est tout ce qui va réglementer l'utilisation du médicament. Et par contre, de l'autre côté, vous allez avoir la pharmacodynamie et la pharmacocinétique appliquée. Donc, ça va être deux matières différentes. La pharmacodynamie, c'est l'étude de la façon dont fonctionne le médicament, c'est-à-dire quelle molécule est contenue dans le médicament, sur quel récepteur ça va se fixer et ce que ça va engendrer. Et ça, c'est super intéressant parce que comprendre comment fonctionne le médicament, c'est assez fou. Et ensuite, il y a la partie pharmacocinétique. Donc, la partie pharmacocinétique, ça va être l'étude de
qu'est-ce qui se passe dans mon corps pour le médicament une fois que je l'ai absorbé. Par exemple, si on prend un médicament par voie orale, par la bouche, qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'estomac? Ensuite, qu'est-ce qui va lui arriver? Comment il passe dans le sang? Comment il se répartit et tout ça. Et du coup, ça conditionne énormément comment il agit et comment il va être éliminé. Et du coup, c'est super intéressant et ça explique parfois des effets indésirables et tout ça. Et du coup, c'est vraiment trop cool. Genre ça c'est c'est un vrai contact avec le médical. Et du coup, lui aussi, c'est un coefficient 1 quand on est en médecine, un petit coefficient quand on est en métier de la rééducation, donc de 0,5, et c'est un coefficient plus important quand on prend l'aspect 4 de pharmacie, je crois. Ensuite, il y a l'UE7. L'UE7, c'est un nom, on ne comprend pas trop, c'est Santé, Société, Humanité. Et en fait, c'est une matière qui va être plus littéraire que les autres matières. C'est-à-dire que c'est une matière qui va être non seulement évaluée par des QCM, parce que tout ce qu'on vous a présenté pour l'instant, ça s'évalue par des QCM. Mais l'UE7, à la différence des autres, il y a des QCM, mais il y a aussi une partie rédactionnelle. Pour les PASS, c'est une rédaction d'une feuille recto sur un sujet qu'on vous donne. Et pour les LAS, c'est des crocs. Je ne sais pas trop comment ça se prononce, mais en gros, c'est des courtes, c'est des questions à réponse ouverte et courte. Voilà. Donc, c'est des cours qui vont parler d'histoire de la médecine. Donc, par exemple, nous, on avait fait la peste, l'histoire de la peste. On avait fait des cours sur la médecine égyptienne, ce genre de trucs. C'était vraiment intéressant, avec un prof en plus qui anime beaucoup ses cours. Donc, c'est des cours qui étaient agréables à suivre. Il y a des cours d'éthique avec un prof qui est au Conseil national d'éthique. Et c'est des cours où il parle de la mort, de la souffrance, de la douleur. C'est des cours qui sont super importantes pour notre future pratique médicale parce que c'est des thèmes qu'on va aborder. C'est-à-dire qu'on va toujours être confronté à des gens qui souffrent, à des gens qui ont mal, à des gens qui vont décéder. Donc, c'est intéressant de commencer déjà à l'aborder en première année. Il y a aussi des cours qui sont plus au niveau de la législation. Donc, par exemple, les dons d'organes, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire. Si jamais on tue quelqu'un, c'est la responsabilité de qui est en jeu selon le genre d'erreur qu'on fait. Et pareil, c'est super concret, c'est toujours beaucoup appliqué à la pratique médicale. Donc, c'est des cours qui sont agréables à apprendre, je trouve, puisque on a l'impression de vraiment apprendre quelque chose qui est utile et qui va nous servir. Et c'est des cours qui sont super enrichissants, non seulement parce qu'on apprend des choses pour notre culture personnelle, mais aussi parce que c'est des cours qui ouvrent un peu notre esprit et qui nous préparent à rentrer dans des études de santé. Voilà. Ensuite, le gros point du S2, c'est que donc au S1, vous allez avoir une première session d'examen en décembre. Et suite à cet examen, vous allez avoir un classement. Et après ce classement, vous allez devoir choisir votre spécialité. La spécialité, c'est en gros, vous allez choisir une spécialité. Et cette spécialité, c'est le concours auquel vous allez postuler. Et par exemple, si vous postulez pour l'aspect 3, par exemple, je dis odontologie, ça veut dire que vous allez postuler pour le concours odontologie et que si vous êtes classé et que vous êtes pris, vous allez passer dans la filière dentaire. Et du coup, il faut choisir cette spécialité en fonction de la filière que vous voulez faire. Et donc, voilà, je pense que ça vous sera plus détaillé dans la mini-conférence qui suit. Et du coup, c'est important de bien regarder toutes les spécialités parce qu'il y en a plein qui sont méconnues. Par exemple, la pharmacie, c'est très peu connu. On ne connaît pas du tout ce qu'il y a dedans. C'est pareil pour les métiers de la rééducation. Et du coup, il ne faut pas hésiter à aller se renseigner sur les autres parce que au début du S2, vous allez pouvoir choisir non pas une seule, mais vous pouvez en choisir plusieurs des spécialités. Et vous n'êtes pas obligé de vous dire je veux faire que ça, alors je fais que cette spécialité. Vous pouvez en prendre plusieurs et ensuite en travailler plusieurs et vous présenter au concours de l'une ou de l'autre et vous classer dans plusieurs spécialités pour choisir votre filière plus tard. Du coup, il faut vraiment bien se renseigner sur les spécialités. Et du coup, dans chaque spécialité, on va avoir des contenus qui vont être spécifiques, c'est-à-dire il va y avoir des cours qui sont spécifiques à chaque spécialité, mais il va y avoir aussi des cours qui vont se recouper les uns entre les autres, qu'on appelle des cours mutualisés. Ensuite, Ok, ça c'est un petit récapitulatif des coefficients des matières de deuxième semestre en fonction de la spécialité que vous allez choisir. Donc vous voyez que selon la spécialité que vous prenez, les coefficients dans les matières ne vont pas être les mêmes. Donc votre spécialité va avoir un poids important, la note que vous aurez en SP1, SP2, SP3, SP4, SP5 aura un poids important parce qu'elle est coefficient, elle est coefficientée. Alors ça c'est pour les passes SR, je crois, parce que maintenant c'est 3 pour les passes, le coefficient en spécialité. Bref, c'est une idée des coefficients. Et en gros, vous voyez que par exemple, les pharmacies, l'anatomie, ça compte moins parce que c'est moins important pour leur pratique future. Mais l'UE6, par contre, donc la connaissance des médicaments, c'est une spécialité c'est une matière qui est plus importante parce que ça traite de ce qu'ils vont appliquer plus tard. Donc, c'est un coef plus important. Vous pouvez le prendre en photo si ça vous intéresse, mais il vous sera redonné, quoi qu'il en soit, quand vous rentrerez en première année.
Ensuite, pour terminer, il nous reste une matière au S2, c'est l'anglais. Donc l'anglais, c'est une matière qui va être beaucoup centrée sur l'oral. Et, euh, et du coup, pour vous préparer à l'anglais, on a beaucoup de chance parce que les professeurs d'anglais, ils sont super motivés et ils sont beaucoup en lien avec nous. Du coup, on peut vous faire une préparation qui est vachement cool. Et du coup, la particularité de l'anglais, c'est que c'est une matière qu'il faut valider, c'est-à-dire qu'il faut avoir plus de 10, mais la note que vous obtiendrez, elle n'entre pas dans le classement. Du coup, c'est une matière qui va… Enfin, il ne faut pas s'inquiéter pour l'anglais. Ça ne sert à rien d'avoir 18. C'est très bien si vous avez 18, mais si on a juste 11, c'est très très bien. Et il ne faut aussi pas s'inquiéter parce que c'est pas, on ne vous demande pas un niveau d'anglais exceptionnel. Vous sortez du lycée, donc vous avez eu des profs qui sont plus ou moins bons et peu importe. Là, vous allez reprendre de l'anglais de base et ce n'est pas très grave de ne pas parler anglais de façon excellente. Il y a une autre matière, mais qui commence déjà un peu au premier semestre, même si elle est plus importante au deuxième semestre, c'est l'oral. Normalement, vous avez peut-être déjà entendu, enfin, vous avez peut-être déjà entendu parler de cette matière. C'est que, en fait, comment ça se passe? Mais vous allez voir si vous allez à la mini-conférence à 18h aujourd'hui, c'est qu'on est classé, on est classé, donc tout le monde est classé. Il y a ce qu'on appelle les grands admissibles et les petits admissibles. Les grands admissibles, c'est ceux qui ont des notes tellement bonnes qu'ils n'ont même pas besoin de passer les oraux. C'est les premiers dans le classement. Mais ensuite, il y a des gens qui ont une note qui est convenable, qui marche bien, mais il y en a qui sont dans le numerus clausus, enfin dans le nombre de places pris, et d'autres qui n'y sont pas. Mais ceci, tout est remis en jeu par l'oral. L'oral, c'est composé de 3 petites épreuves, mais ce n'est pas nous qui vous préparons à ces épreuves, c'est l'association qui s'appelle Topla. Et ils vous préparent à ces trois épreuves en vous faisant des examens blancs. Il y a des tuteurs qui sont là pour vous aider sur cette matière. C'est une matière qui peut vraiment vous donner un point positif parce qu'il y en a qui ne sont pas des machines à QCM mais qui veulent vraiment faire ce métier, qui se débrouillent bien à l'oral. Et donc ça, c'est une matière qui peut permettre vraiment de renverser la balance, quoi. Mm. Et c'est une matière qui va être en toile de fond toute votre année. C'est-à-dire pendant le S1, il va y avoir des interventions de Topla, des interventions de la fac et pendant le S2 aussi. Et ce n'est pas une matière à négliger puisque on ne peut pas prévoir en avance si on va être grand admissible ou petit admissible. Donc, il faut vraiment préparer l'oral. Tu le fais ou je le fais? Tu peux le faire. Ok, du coup, donc, après ça, on a vu plein de matières différentes qui vont toutes avoir des façons un peu différentes de fonctionner. On a vu par exemple l'UE3, l'UE4 où c'est des matières à classeur, de compréhension et des matières qui vont être plutôt de par cœur, de compréhension, enfin oui, de par cœur pour l'UE1 et l'UE2 par exemple. Et du coup, ce qu'il faut pour travailler, c'est vraiment trouver sa méthode. En gros, vous allez sortir du lycée avec une certaine façon de travailler, où vous travaillez plus ou moins, de façon plus ou moins concentrée. Et bien là, ce qu'il faut, c'est qu'en arrivant en passe ou en LAS, vous commenciez à vous dire comment est-ce que je suis le plus efficace, comment est-ce que je retiens le mieux les informations. Et c'est ça qui donnera votre méthode. C'est-à-dire qu'il faut pas… Enfin, il y a plein de méthodes qui sont proposées, comme par exemple la méthode des J ou des choses comme ça. Vous n'êtes pas obligé de vous pouvez essayer plein de méthodes, mais vous n'êtes pas obligé de vous conformer dans une seule, puisque ça se trouve, elle vous correspondra pas. Et ce qu'il faut, du coup, c'est changer de méthode. Et vous pouvez changer de méthode en cours de route si vous vous rendez compte que vous avez commencé un truc qui ne fonctionne pas. Et il faut que vous trouviez vraiment ce qui vous correspond. Il faut bien se rendre compte qu'entre la manière que vous aviez de travailler au lycée, où c'était en contrôle continu, et maintenant, il va y avoir une grosse différence. Parce qu'avant, au lycée, on vous demandait, en gros, on vous disait, dans une semaine et demie, vous avez l'interro. Donc, vous aviez une semaine et demie pour la préparer. Et ensuite, il fallait le savoir. Maintenant, c'est différent parce qu'on vous donne des cours tout au long de l'année. Genre, pendant 3 mois, on vous donne des cours. Et à la fin, pour une seule semaine, il faut savoir tous ces cours. Et du coup, c'est une manière différente de retenir les informations. Il faut vraiment que ça reste plus sur le long terme. Et c'est ça qui va vous faire adapter votre méthode. Et du coup, on vous remonte qu'il y a une différence entre les matières à par cœur et les matières à classeur ou de réflexion. Donc ça, vous allez vite vous en rendre compte de la différence entre les deux et vous allez vous adapter. Et du coup, pour ça, il faut connaître son type de mémoire. Donc, il y a 3 grands types de mémoire. Il y a la mémoire visuelle, ça va être les gens qui vont avoir besoin de regarder le cours, de regarder des diapos, de regarder des schémas, des choses comme ça pour retenir et comprendre. Ou ça va être les gens qui, par exemple, quand on va leur demander une information, ils vont se dire c'était là, c'était à cet endroit-là sur ma feuille ou des choses comme ça. Ensuite, il va y avoir la mémoire qui est plutôt auditive. Donc ça va être les gens qui vont écouter et réécouter les cours pour les comprendre. Ils vont aussi parler à voix haute pour s'entendre répéter le cours ou des choses comme ça. Et ensuite, il va y avoir aussi la mémoire qui est de type kinesthésie, je crois. C'est les gens qui, par exemple, vont marcher en travaillant, qui ont besoin d'être actifs physiquement pour retenir, ou les gens qui vont tout écrire.
Et voilà, du coup, il faut connaître son type de mémoire pour pouvoir adapter sa méthode à ça. Ensuite, donc le gros conseil, c'est ne vous acharnez pas à appliquer une méthode qui ne vous correspond pas. Si par exemple, vous testez la méthode des J, que vous voyez que vous ne la gérez pas, bah, ça ne sert à rien de vous dire il faut absolument que je fasse ça. Non, il faut que vous adaptiez à votre façon de travailler à vous. Et du coup, c'est ça qui est important. Ensuite, il faut apprendre de ses classements et de ses entraînements. En gros, vous allez être régulièrement classé avec le tuto sur toutes les matières. Et du coup, ce qu'il faut, c'est se rendre compte que ben, ce classement-là, s'il n'est pas bon, c'est pas parce que ça peut arriver, mais c'est souvent pas parce que j'ai pas eu de chance. C'est peut-être que ma façon de travailler, ma façon d'apprendre, elle n'est pas bonne puisque elle est peut-être pas efficace puisque par rapport aux autres, je retiens pas autant d'informations qu'eux. Et du coup, pour ça, il faut commencer à faire une liste des petits points positifs, des petits points négatifs, ce qui allait pas, et c'est comme ça qu'on adapte sa méthode. Et en plus de ça, on vous le répétera jamais assez, en plus de travailler en passe ou LAS, il faut prendre du temps pour soi. C'est-à-dire qu'il y a des moments où c'est plus possible de travailler. Vous pouvez pas travailler non-stop, 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 c'est pas bon. Et en plus, si vous travaillez tout le temps, tout le temps, tout le temps, à un moment donné, vous allez être fatigué et quand vous travaillerez, vous penserez à autre chose. Du coup, il vaut mieux se dire, ben, par exemple, le vendredi soir ou le dimanche soir, je fais rien. Je regarde un film, je vais vers ma famille, je fais des trucs comme ça. Comme ça, le lendemain matin, hop là, je suis trop motivée et je suis efficace. Il vaut mieux se dire ça parce que c'est dommage de prendre ces 3 heures de travail en plus pour que les 3 heures du lendemain matin ne soient pas efficaces et qu'en plus ce soir-là, vous vous soyez dit « Ah bah j'aurais préféré faire autre chose ». Du coup, il faut savoir se dire « Ok, là, j'ai pas envie, je peux pas et je peux me permettre de faire un peu autre chose ». Donc là, on vous a mis des exemples de QCM pour bien vous différencier les matières à par cœur et les matières à classeur. Là, c'est un exemple de QCM de matière à par cœur. Donc, matière à par cœur, c'est UE1, UE2 au premier semestre ainsi que UE8 et la plupart des matières du deuxième semestre. C'est même presque toutes les matières du deuxième semestre. Et c'est des matières où on va vous poser des questions où vraiment c'est des phrases de votre cours. Il faut savoir si elles sont vraies ou faux. C'est-à-dire qu'on peut avoir changé un mot, on peut avoir changé le sens de la phrase. C'est là où on peut se permettre un peu plus de faire des pièges, même si les profs évitent d'en faire parce qu'ils se sont bien rendus compte que c'était pas comme ça qu'on évaluait si quelqu'un était apte à être un bon professionnel de santé ou pas. Mais en gros, c'est vraiment, là vous voyez, le plateau strié est retrouvé au bord du Rhin. C'est une phrase soit qui vient de votre cours, soit qui ne vient pas de votre cours et vous répondez vraiment en le sachant par cœur. Et les autres QCM, c'est des QCM de matière à classeur. Et là, c'est vraiment une matière à réflexion. C'est-à-dire que ça ressemble un peu à ce qu'on pouvait vous donner au lycée. Donc, on vous donne un énoncé avec des données. Il faut que vous trouviez dans votre cours les formules qui peuvent s'appliquer et qu'avec les données et les formules, vous arriviez à faire une déduction de quelle est la réponse. Ce qui peut être pratique, c'est que, comme vous voyez, c'est des QCM, donc on vous propose déjà 5 réponses. Donc si jamais vous n'arrivez pas à trouver complètement la bonne réponse, vous pouvez y aller des fois un peu par tâtonnement. Je sais que parfois, on peut éliminer des unités qui ne marchent pas ou un nombre qui est aberrant. Et donc, ça peut parfois un peu aider dans une matière comme la physique, où parfois, même si on a les bonnes formules et les bons calculs, on ne trouve pas la bonne réponse. C'est un peu mon cas. Donc, on peut faire un peu par déduction, se dire, bon, celle-ci, c'est pas possible, celle-ci, c'est possible. Et c'est des matières où ce qu'il faut faire attention, c'est que comme on a notre classeur et notre calculatrice, les profs estiment qu'ils ne nous laissent pas 1000 ans pour réfléchir, parce que ça doit aller vite, on doit vite trouver comment il faut faire. Donc, c'est des matières où il faut vraiment, surtout en physique, enfin en UE3, il faut pas il faut pas y aller trop lentement, il faut vraiment comprendre très vite ce qui se passe et passer à autre chose si on n'arrive pas. Mais vous allez être bien entraîné avec le tutorat qui va vous proposer plein de QCM à faire et vous aurez plein de dénoncés à vous entraîner. Même sur les annales qu'on a sorties des années précédentes, il y a vraiment de quoi faire pour être de plus en plus rapide et être super performant le jour du concours. Oui. Et ensuite, si vous voulez plus de précision, que ce soit sur les matières ou sur la façon de créer sa propre méthode et de trouver quelque chose qui nous correspond, vous pouvez utiliser le flashcode qui est là ou suivre notre chaîne YouTube sur laquelle, je crois que Louise a déjà fait la pub avant, mais genre, on sort des vidéos toutes les semaines sur soit la matière du semestre, soit sur des conseils, etc. Et ça peut être vachement cool. Et ensuite, pour terminer, on va juste regarder les questions si vous en avez. J'en ai vu certaines. Est-ce que vous avez senti que l'un des 2 semestres était plus dense en termes de contenu ou les cours ou plus difficiles pour l'un que pour l'autre? Ça dépend de là où vous avez des facilités. Les gens qui sont très scientifiques, c'est-à-dire qu'ils aiment bien la chimie brute, ils aimaient bien la physique et tout, ils ont
c'est des gens qui ont beaucoup aimé le premier semestre parce que ça correspondait plus à ce qu'ils aimaient. C'est-à-dire c'est plus brut, c'est-à-dire c'est des sciences fondamentales, c'est vraiment c'est de la chimie, c'est de la physique, c'est de la chimie organique, c'est des trucs qui sont plus scientifiques. Donc il y a des gens qui ont préféré ce semestre, mais par exemple moi, je me suis vraiment épanouie dans le deuxième semestre parce que c'est des matières qui ressemblaient plus à de la médecine, à ce que je voulais faire plus tard. Alors même s'il y avait plus de cours, parce que le deuxième semestre est un peu plus long que le premier, c'était des cours qui étaient pour moi plus intéressants et on a une plus longue période de révision. Donc je trouve qu'au niveau de la difficulté, pour moi, les 2 semestres sont un peu pareils, mais ça dépend de vos préférences. Si vous êtes plus littéraire, si vous aimez plus la médecine, si vous aimez si vous aimez, je sais pas, l'histoire, tout ça, vous allez bien aimer le deuxième semestre, ça va être plus simple pour vous. Mais si vous aimez plus les maths, la physique, les sciences brutes, vous allez plus vous épanouir dans le premier semestre. Mais en règle générale, on a toujours une grande majorité de gens qui disent que le deuxième semestre est vraiment plus épanouissant que le premier. Ouais. Mais je trouve qu'il y a plus de cours quand même dans le deuxième semestre. Ah oui, c'est plus dense. C'est plus dense, il y a plus de matière et plus de cours. Si on choisit 2 spécialités par exemple, est-ce que du coup ça signifie que la somme du coef de nos spé est de 6 ou alors de 3? En fait, vous allez avoir des classements différentiels selon vos spé. C'est-à-dire que les médecines sont classées avec les médecines, les odontons sont classés avec les odontons, les maïeutiques avec les maïeutiques. Donc en fait, votre note de médecine, si vous êtes classé dans le concours de dentaire, ne va pas compter. C'est-à-dire qu'on ne va pas du tout la regarder. Donc le coef de votre UE médecine va compter 3 dans le classement médecine, mais dans le classement dentaire, elle ne va pas compter du tout. Donc la somme ne fait pas 6, c'est juste vous n'êtes pas classé, vous n'avez pas un classement total, vous êtes un classement par spécialité. Je pense que c'était ça ta question et j'espère que tu as compris ce que j'ai expliqué. Je sais pas si c'est très clair. Et s'il faut apprendre des cours à l'avance, moi je ne pense pas. Je suis d'avis de prendre ses vacances et de profiter de ses vacances parce que c'est pas le moment de. Enfin, si tu veux apprendre quelque chose, apprends-le quand les cours seront avec les profs. En plus, il y a des chances que les cours changent un peu, donc c'est pas la peine de s'y mettre trop tôt. Apprends tes cours le soir, avant de les avoir faits. Il y en a qui aiment bien les lire avant le cours, mais ça dépend de ta méthode de travail. Mais ouais, je pense pas qu'il faille apprendre des cours avant. Je sais pas ce que t'en penses, Esther, mais. Non, mais vous allez vivre une année qui est pas facile, qui est longue. Alors vraiment, profitez de votre été, profitez de votre vie. Sinon, vous allez le regretter pendant l'année et ce sera pas du tout. Enfin, vous allez vraiment regretter, vous allez être triste, donc ça sert à rien. Faut mieux se dire, ouais, j'ai passé un bête d'été. Maintenant, je dette ça à mon année et après, je repasse un bête d'été. Mais il faut pas se dire, j'apprends des cours avant. À la Et limite, ensuite, vous voulez, vas-y. Si vous voulez prendre de l'avance, travaillez bien en terminale. Travaillez bien au lycée. Apprenez à travailler efficacement. Apprenez à vous imposer un rythme parce que ça va vous servir l'année prochaine. Apprenez à mieux travailler, à travailler plus longtemps. Et franchement, ça sera déjà un très bon début et ça suffit selon moi pour la première année. Ensuite, on va répondre à la dernière question. Après, on va laisser la parole à Théo et Adèle parce qu'on est un peu juste niveau temps. Non, ça, c'est la fin de la Oui. La question, c'est est-ce qu'on peut se passer des écuries? Je suppose que tu parles des prépas, des choses comme ça. Pour avoir eu une prépa, oui, on peut s'en passer. Avec du recul, le tutorat se suffit à lui-même. C'est difficile à entendre et on en a un petit peu peur quand on arrive. Mais vraiment, c'est largement faisable sans et c'est dommage de continuer à alimenter un fonctionnement qui n'est pas le bon et qui est super inégalitaire. Donc, vraiment, il n'y a pas besoin des trucs extérieurs. Si c'est pour avoir les cours, ils sont disponibles sur des drives qui sont donnés sur la Boudu. Si c'est pour avoir de l'entraînement, il y en a au tutorat. Et en plus de ça, il y a des annales depuis 2016, je crois. Du coup, il y a vraiment de quoi faire au niveau QCM. Et si c'est pour le côté de te donner un cadre et tout, il faut se faire un emploi du temps et il faut s'y tenir. Mais vraiment, c'est largement réalisable sans. Voilà. Tu peux mettre la crampe comme ça. Y a-t-il une pré-rentrée du tutorat? Oui, il y a une pré-rentrée où on vous réexpliquera un peu tout. Mais on va laisser